Cette semaine, dans le balado, on doit sauver à nouveau le monde. Et oui, on papote un peu et on passe d'un temps des fêtes assez moyen. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut, Jeff. Salut, j'espère que c'est pas une prédiction sur le temps des fêtes. Ouais, qu'on va passer. Nous deux, ça. on va être prisonniers de notre travail. Oui, c'est ça, seul. On aurait du popcorn en masse, par exemple, à manger. Oui, c'est vrai. Ça. Mais en fait, ouais, c'est ça. Le monde du cinéma, lui, n'arrête jamais. Hein. Hiver, été, Noël, jour férié. Toujours ouvert. On a un commanditaire encore cette semaine. Ben oui, excuse-moi. Vas-y, avant qu'on l'oublie. Je sais pas si je t'ai volé une blague ou... Ben oui, j'allais juste dire qu'on a un menu fort chargé aujourd'hui. Ah, et voilà. Ben, et voilà. Deux films, en fait, qui traitent de cuisine. Un plus profondément que l'autre, justement. Un qui fait des grands repas, l'autre qui travaille avec des restants. Ouais. Notre commanditaire encore cette semaine, Les Voyages Laurier du Vallon. Alors, on n'est pas dans la cuisine, on est dans les voyages ici. Fondé en 1963 par M. Jacques Laroche, Voyage Laurier du Vallon est bien plus qu'une agence de voyage, avec une expertise qui s'étend sur 3 départements, donc vacances, congrès et événements et services aux entreprises. La compagnie se démarque par la force de ses équipes et la diversité de son offre de services. En 2017, l'entreprise a établi un partenariat avec Flight Center Travel Group, un joueur de renommée mondiale dans l'industrie. Ensemble, ils présentent une mission commune, vous partagez la passion du voyage. Par affaires ou par plaisir, Voyage Laurier du Vallon vous accompagne dans l'organisation de vos vacances, déplacements d'affaires et événements corporatifs. Plaçant la satisfaction des clients au centre de chaque décision, leur équipe passionnée s'assure de vous offrir un service personnalisé, et ce, dans leurs 5 succursales de la grande région de Québec et de Montréal. Visitez le laurierduvallon.com, du Vallon avec 2 L comme un avion. Et peut-être que l'un des films de cette semaine vous donnera le goût d'aller faire un petit voyage à Boston, qui sait. À Boston, peut-être en France, en vieille France. Ouais. Et c'est quoi les autres? À Saint-Henri, peut-être? Ouais, un peu moins exotique. C'est plus compliqué d'y aller en avion, ça dépend d'où vous nous écoutez. Là. Alors, plongeons dans les actus de la semaine. Qu'est-ce qui se passe avec la grève? Ben là, on va pouvoir vous lâcher avec ça. On en parle depuis plusieurs semaines et des impacts. Plusieurs mois, oui. Plusieurs mois, oui. Et c'est réglé. Oui. Donc, c'était jeudi soir. L'entente a été acceptée. Là, il faut qu'elle soit votée par tous les membres. Je pense que c'est aujourd'hui, oui, le vote. C'est ça. Mais ils ont déjà donné l'accord pour reprendre les tournages puis tout. Puis, oui, que ça n'a pas pris de temps. On a déjà tout de suite annoncé. Je pense que c'était Deadpool 3, Beetlejuice 2, une couple d'autres. Là, que... Let's go, on rattrape le temps. Faites un push-up puis on reprend. Donc, on n'a pas trop de détails encore sur les différentes conditions. Ça devrait sortir, j'imagine, dans les médias il dans parlait les prochains jours. D'une hausse salariale significative puis d'un certain contrôle de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Je sais que le partage de revenus de streaming, ça ne s'est pas passé. Ça n'a pas été accepté. Donc, ils l'ont dit prochain combat en 2026. Donc, je pense que c'est pour 3 ans l'entente. Ouais. Alors, ça sera à suivre, mais bonne nouvelle quand même là, que pour les amoureux du cinéma, on risque d'avoir un peu plus de films en 2024 là, qu'on pensait parce que ça devenait un enjeu. Là, si c'est ça pour tout ce qui est de l'été. Et aussi, l'industrie et les artisans aussi doivent être contents parce que là, on pense à tous les gros films du Thanksgiving puis du temps des fêtes. Là, les acteurs vont être de retour pour faire la promotion. Là. Timothée Chalamet va aller partout. Là, c'est sûr que toutes les talk shows et ces choses-là, là, ça va gagnants, comme... ils sont grands gagnants, puis là, ça va se ruer au brancard. OK, là, je vais y aller, moi, j'ai mon film. Moi, dans une semaine, là, s'il te plaît. Voilà, c'est ça pour la grève. On va pouvoir avoir des acteurs américains à notre podcast. Oui. Parce que là, ils disaient tout... Sorry, Jeff and Pat, it's cause the grave, you know. Et là... Ils vont être là. Fait que soyez à l'écoute pour Timothée Chalamet. Oui, c'est ça. On travaille fort là-dessus. Oui, nous, on veut juste ceux qui parlent français un petit peu. Sinon, pour les amateurs de Nintendo, particulièrement Zelda, on a eu une grande annonce cette semaine quand même. Un film. Oui. Un film, comme on dit. Mais en prise de vue réelle, oui, donc c'est pas ça. d'animation. Et quasiment une coprode surprenante parce que c'est Nintendo le producteur, puis c'est les ayants droit de tous ces jeux-là. Mais ça va être avec Sony. Oui, quand même. C'est coquin, mais Sony Cinéma, etc. Écoute, pour moi, ça doit être eux qui ont offert
le meilleur deal financier à Nintendo. Là, j'ai Ouais, c'est l'impression. ça. Comment dire, c'est jamais pareil, hein, parce que tu sais, le Mario, il était fait par Illumination. Illumination sont souvent avec Universal. Ouais. Fait qu'on se dit, tout ce que Nintendo va faire va aller chez Universal. Ben non, ça passe pas. Puis c'est. D'autant plus À qu'il y a un chaque fois, parc on recommence. thématique Nintendo qui ouvre à Universal en Ok. 2024. Fait que, tu sais, c'était comme une synergie parfaite, mais C'est ça. non, finalement. Ouais, non. mais en même temps, ça, le fameux Universal Park, là, je sais pas comment ils l'appellent, j'ai jamais compris parce que les attractions de Ouais, Harry Potter. C'est- puis oui, fait que- effectivement. Là. Fait que Je pense que c'est plus un parc qui a choisi un nom qui est associé à des choses. Oui, puis on comprend que c'est pas à l'univers cinématographique Nintendo, mais au monde du jeu vidéo aussi. Là. Fait qu'il Ouais. y a une séparation, effectivement. C'est ça. Mais là, ce entre qui les deux. est coquin, c'est que le réalisateur attaché à ça, Ouais. c'est Wes Ball. Mhm. On vient tout juste, la semaine dernière, on parlait de la bande-annonce du prochain Planète des singes. Fait que Ouais. aussitôt le projet complété, il est lancé. Pour moi, il a dû impressionner les gens de Sony Nintendo avec le film. Là. C'est sûr qu'ils ont dû en voir une partie, sinon Ouais, la des totalité, extraits. là, avant de choisir Wes Ball. Fait que, écoute, j'ai bien hâte de voir. Il a déjà confirmé que Link serait un personnage, serait âgé entre 15 et 20 ans. Ok. Donc, on y va quand même pour un jeune comédien, j'imagine, pour l'avoir Fait que tu me pour dis que je suis 3-4 trop films. vieux, là. Tu me dis que ça donne Ouais, à rien. désolé, que Jeff. Je pense je me que... trouve un agent. Ouais. Tu penses pas qu'à 6 pieds 3 avec une barbe rousse, puis j'aurais de l'air de Link comme Oui, il a je été pense qu'il aurait dépeint? fallu que tu rases ta barbe. Ouais, c'est ça. Je pourrais Ouais, faire un ouais. méchant, Je quelque pense chose. que oui. là. oui. Un golem, là, quelque chose. Aussi sont bien ouverts une Zelda non-binaire, non-genrée, fluide. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ouais. À la, justement, 28th Century de Matthew Rankin, là, c'était Emmanuel Schwartz qui jouait une jeune fille, puis des affaires comme ça. Là. Donc, à suivre, évidemment, écoute, c'est un projet de longue haleine. Là. Je ne sais même pas si le scénario est complet, est écrit ou quoi, mais on peut s'attendre dans les prochaines années, probablement d'ici 2 à 3 ans, là, assurément, que Zelda devrait prendre l'affiche. Ouais, je suis bien curieux de voir le fait que ce soit en prise de vue réelle, quel angle exactement ils vont prendre. On va-tu être vraiment dans un peu Seigneur des Anneaux ou, Donjon Dragon. Ouais, c'est ça, ou- Quel ton qu'ils vont prendre. Là. ou très léger aventure familiale? J'ai pas d'exemple là. J'ai pas un genre de retour vers le futur, là, comme les Goonies là, pour toute la Ouais, famille. ben, tu sais, à la limite, Donjon Dragon, c'était très familial aussi. Là. Dans un style un peu Pirates des Caraïbes. Oui, c'est vrai. mettons, Ouais, là, exact. fait C'est que, vrai. C'est un bon comparatif. fait que, Mais je pense pas qu'ils vont faire des blagues du jeu Donjon Dragon. Puis de toutes ils vont garder l'univers et les créatures de l'univers Zelda et Link et tout. Là. Je sais pas. à suivre. C'est peut-être là, avec ce film-là, que les gens vont encore plus prendre conscience que Zelda, c'est le nom de la fille, puis Ah ben le nom oui, de la princesse, puis effectivement. pas le nom du petit héros. là. Tout à fait, tout à fait. Erreur commune. Sinon, bonne annonce. Écoute, ça a été une belle semaine. En fait, ça fait 2 semaines là, qu'on. Peut-être qu'ils devaient sentir de quoi, puis là, ça va se confirmer parce que je reviens sur la fameuse grève des acteurs, puis tout. Puis là, on était comme, les films vont être reportés. Est-ce que ce film-là va sortir en mars finalement? Ça va-tu bouger? Blablabla. On s'inquiétait de Dune, on s'inquiétait de plein d'affaires. Mais là, les bandes annonces sortent, les films du printemps, les films de l'hiver, de l'été. on profite aussi tout se calme. de l'action de grâce, effectivement, puis des sorties de gros films pour promouvoir, évidemment, ces films-là qui s'en viennent. Donc, par laquelle veux-tu débuter? Je vais aller par Mean Girls. D'accord. Puis j'avais même oublié que c'était Tina Fey qui Ouais. avait écrit ce film-là et ou la pièce de théâtre. Je sais pas, elle avait commencé par quoi à l'époque, en 2004? C'était le film. C'est Ouais, le film. ouais. Puis la Après ça, il y a eu une comédie musicale. ouais. Puis là, Tina Fey nous propose un remake. On est 20 ans plus tard, Ouais. en 2024, alors que le premier était en 2004. Mais inspiré de la comédie musicale. C'est ça. Fait que ouais. Je pense qu'il va y avoir quelques chansons. Je pense pas que ça va être 100% un musical. Mhm. Tina Fey qui joue dans le film, qui joue tout le temps une des mères ou une des profs, je sais C'est plus une quoi. des profs. Ben, elle reprend son rôle Ok, du c'est film le même, original. Ouais, parfait. c'est ça. Puis elle est scénariste, mais c'est pas elle qui réalise. Mhm. Puis, fait que c'est ça. Méchantes ados, dans le fond, on revoit. Est-ce que. Tu sais, je pense pas que le film s'adresse à ceux qui avaient 16 ans en 2004. Il va avoir une certaine curiosité, moi aussi, de retourner le voir. C'était quand même vraiment, franchement, un bon film. Oui, une des bonnes comédies de Tu vois, j'étais l'époque. un peu. J'avais 18 ans, 18-19, fait que je l'ai écouté sur le tard. C'est plus comme des amis qui l'ont écouté. Puis ils ont dit non, c'est vraiment bon, écoute-le. Puis là, je l'ai découvert. J'ai dit, OK, oui, c'est vraiment sympathique. Je pense que je l'avais revisité là, pendant les lockdowns, là, ces affaires-là, que tout le monde on réécoutait tous des vieux films, le bon vieux temps. Mais Tina Fey est quand même une excellente scénariste. Elle faisait partie de Saturday Night Live. Elle a écrit une des grandes séries humoristiques, To Rock
30 Rock, oui, qui était justement un peu sur une émission type Saturday Night Live. Okay. Donc, moi je trouve ça intéressant, évidemment, le moderniser le tout, l'enrobage, parce que là, on a la technologie d'aujourd'hui aussi. Ouais. On le voit par l'utilisation des cellulaires, TikTok et tout ça. Là, donc, je pense que ça va être assez frais ce niveau-là. En termes de casting aussi, on est dans un casting plus diversifié. Moi, je les connais pas. Je sais pas si c'est des... Moi non plus, je les connais pas. Je pense que c'est des nouveaux visages pour la plupart. Parce qu'à l'époque, Lindsay Lohan était déjà un peu une vedette. Mais les deux mais Reese Witherspoon n'était pas... il me semble que c'est elle. Non, c'est pas Witherspoon. Amanda Seyfried qui était dans ses premiers rôles. Puis l'autre, Rachel McAdams aussi. OK. Mais elle n'était pas connue. Non plus. Okay. Je pense que c'est... je mélange McAdams puis Witherspoon. Donc, non, elle avait eu la main heureuse sur le casting de l'original, là, quand même. C'est un méchant trio. Puis, fait que j'ai hâte de voir cette nouvelle version-là. Moi, je trouve ça intéressant de revisiter... un film comme ça 20 ans plus tard, mais... en tout cas, pas besoin de trop attendre. Le 12 janvier, seulement tout de suite après les fêtes. Fait que... mais à suivre. Mm-hmm. Écoute, toi, une de tes franchises préférées? Bien sûr. Écoute, je l'attendais. Ghostbusters Frozen Empire. Mm-hmm. Quand même un drôle de titre. Là. Je dirais pas que c'est le plus vendeur, pour être honnête, mais la bande-annonce est très intrigante quand même, où on comprend qu'il y a une espèce de manifestation surnaturelle qui va geler New York, qui va amener une période en plein été, glaciaire en plein été où les gens vont mourir de peur, terrorisés par la peur. Ça. On retrouve tout le casting original de Ghostbusters Afterlife. Donc, c'était la famille Spengler. Ouais, c'est bien là qu'on dit original, parce que c'est plus l'original, en tout cas, mais... La suite de celui qui avait sorti il y a 2 ans. Effectivement, mais qui était une suite aux deux premiers Ghostbusters quand même. Paul Rudd est encore là. Paul Rudd revient. On a vu nos 3 Ghostbusters aussi. Bill Murray. Oui, ça, il avait dit qu'ils ne viendraient plus, puis finalement, ils sont tous là. D'après moi, ils vont être comme 1 minute 22 dans le film. Là. Tu vois, moi, je pense qu'ils vont être plus présents que dans l'autre. OK, parce que Bill Murray, ça n'a pas l'air d'y tenter tant que ça. Là, mais c'est parce que lui, il a toujours eu sa face puis son personnage de... oui, il joue lui-même depuis c'est ça, pince sans rire. Puis tu sais, même dans les films où il est le plus investi, il a pas l'air... Il est un gars qui est comme, bon, on fait encore ça, puis ça va être ça. C'est dur à être assez crédible. Cynique, dedans. Un peu nonchalant, tout à fait. Là, où est le personnage, où est l'humain derrière ça? Là? Mais écoute, aussi, là, je pense parce qu'il y avait le goût. En tout cas, tous les 3 étaient très fiers du résultat de Ghostbusters Afterlife et évidemment de l'hommage à l'autre Ghostbusters qui est décédé, Harold Ramis. Et d'ailleurs, c'est la même équipe, c'est Jason Reitman, qui est le fils d'Ivan Reitman, qui avait réalisé les 2 premiers à l'époque, qui avait co-scénarisé et réalisé l'autre. Là, cette fois-ci, c'est le co-scénariste Gil Cannon qui prend la réalisation. Reitman a co-écrit et produit, évidemment. Alors, ça reste encore une affaire de famille pour lui, de propager un peu... l'univers, le travail de son père. Donc, ça s'en vient au mois de mars, 29 mars. Fait que moi, j'ai bien hâte. Un peu pour Pâques, dans le fond. Je ne sais pas quand tombe Pâques exactement cette année avec les lunes. Cette fin de semaine-là, c'est le 31. Oui, il est tôt cette année. Fait que c'est fin de semaine de Pâques. C'est très logique. Ouais. Puis la seule affaire, j'aurais mis la petite toune à la fin de la bande-annonce. Là, me semble que... juste pour un petit rappel. Là, mais bon. Mais peut-être qu'ils veulent la garder subtile, puis soit dans la deuxième bande-annonce ou dans le film, assurément. Là. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on arrive avec une histoire là, qui semble être complètement originale. C'est pour certains... Moi, j'avais aimé l'hommage au premier film avec Gozer, puis tous ces personnages-là qu'on revoyait. D'autres trouvaient que c'était un petit peu de... Ben là, on va être complètement original. Là, on va être ailleurs, normalement. Fait que... Et ça se passe à New York aussi, de ce qu'on comprend. Je suis très curieux. J'ai pas vu le titre en français. J'imagine que c'est l'Empire gelé ou je sais pas quoi. L'Empire glacial, je sais pas. Ouais, peut-être. L'Empire glacé, là, ça sonne un peu comme l'Empire bossé, qui était un pas très bon film. Ou ça peut sonner comme, tu sais, Frozen Empire pourrait être une compagnie extrême de crème glacée. Oui, c'est ça, le bar laitier. Ouais, c'est ça. L'Empire glacé, là. Puis là, c'est des cornets de Star Wars. Et autre suite, Inside Out 2, Sans dessus dessous 2. Un tout petit teaser, on nous représente les personnages, les émotions dans le fond, dans la tête de la jeune fille dont le nom m'échappe. Riley. Mais on en a introduit une nouvelle émotion, un nouveau personnage. Mais voilà, c'est ça qui arrive, une émotion orangée qui est l'anxiété. Très à la mode. Effectivement. Fait qu'on comprend que Riley doit être soit une ado, ou adolescente, ou je sais trop. Ça sort le 14 juin, fait que ça va être un gros Pixar de début d'été comme on a souvent.
Écoute, moi, Inside Out, c'est parmi mes préférés de Pixar. J'avais je pense que t'es pas le seul. adoré, non, effectivement. Et je trouve que d'ajouter cette émotion-là est très bienvenue. En même temps aussi, pour la voix originale anglaise, c'est Maya Hawke, une comédienne que j'adore, qui est dans Stranger Things, entre autres, qui est la fille d'Uma Thurman et d'Ethan Hawke. Donc, quand même, pas si mal, mais non, elle était dans le dernier Wes Anderson aussi, Asteroid City. Elle jouait l'espèce de prof qui était en charge d'un petit groupe d'élèves, là. Va falloir que je me remette son visage sous les yeux. Donc, non, vraiment une très, très bonne comédienne. Alors, j'ai bien hâte de voir ce qu'elle va faire avec ce personnage-là. Génial. Fait que j'ai pas de doute qu'à chaque semaine, on va avoir plein de bandes annonces comme ça, de gros films. Ne serait-ce que Aquaman, je serais pas surpris qu'il y ait une autre bande annonce bientôt. On va être, dans le fond, au 22 novembre, qu'il y a plein de sorties de Thanksgiving. On va être un mois avant la sortie de tous ces gros films-là du vendredi 22 décembre. Fait que je pense qu'on va avoir droit à d'autres bandes annonces puis des affaires. Surtout si les préventes de billets commencent à sortir. Là, on va revoir du matériel. Fait que je pense que le cinéma hollywoodien va vouloir crier qu'il est fort, qu'il est en vie et qu'il est de retour. Donc, restons dans la thématique du temps des fêtes avec le premier film de la semaine. The Holdovers d'Alexander Payne. Ben j'étais là quand est-ce qu'on parle du temps des fêtes. Moi qui viens de dire les sorties du 22, c'est bon. Oui, attends, je sais plus où je l'ai mis dans mes feuilles. Ah oui, c'est ça, parce que je l'ai appelé. Son nom au Québec, Ceux qui restent. C'est qui ceux qui restent? C'est pendant... C'est pas des survivants d'un... Non, c'est ça. C'est pas un film post-apocalyptique. C'est plutôt un film qui nous ramène dans les années 70, en 1970 principalement. Alexander Payne qui s'amuse avec les codes de l'époque, là, dans le fond, de refaire un film de cette période-là. C'est un film de bons sentiments, comédie dramatique. On est dans un pensionnat de jeunes garçons. On arrive au congé des fêtes, puis il y en a malheureusement quelques jeunes hommes que leurs parents, pour différentes raisons, ne peuvent pas les récupérer pendant le temps des fêtes. Fait qu'ils se trouvent à rester là. Et c'est super plate parce qu'ils ferment le chauffage, puis là, ils regroupent tout, puis ils mangent des restes, puis tu sais... Surtout qu'ils vont tomber sur un professeur qui n'est pas super le fun. Exactement. Celui qui va être attitré à surveiller et encadrer les jeunes, c'est celui que autant les élèves que les profs haïssent, qui est un peu condescendant, qui... solitaire aussi. Ouais, c'est ça. Pas très doué socialement. Il sait qu'il n'est pas tant apprécié, mais il joue sur ce rôle-là, fait que ça le rend très amer un peu. Qui est joué par Paul Giamatti. Et bref, fait que c'est une comédie de bons sentiments. Tous ces gens qui nous apparaissent tant opposés n'auront pas le choix de peut-être s'ouvrir l'un à l'autre et on va réaliser qu'ils ont plus en commun qu'ils ne le pensaient eux-mêmes. Et il se joint à eux aussi la cantinière en chef, là, celle qui est à la préparation des repas. Puis elle, son garçon, qui était un ancien élève, là, qui a âgé d'à peu près 20 ans, vient de décéder à la guerre du Vietnam. Fait qu'elle est endeuillée. Donc l'approche des fêtes avec son mari qui est mort plusieurs années, son enfant qui vient de mourir, est comme, pas tant chaude à l'idée de célébrer Noël. Fait que, bref, tout ce beau monde-là se retrouve ensemble à gérer leurs différents problèmes. Écoute, je sais pas, je te passe... Tu me passes le cadeau de Noël. Parfait, excellent cadeau d'échange. Ouais. Écoute, Alexander Payne est un cinéaste que j'ai adoré en début de carrière. Je dois avouer que j'ai pas vu ses 2 derniers films qui, je pense, ont été ses moins bien reçus. Il y a eu Downsizing et Nebraska. Mais je pense que Nebraska, il a été moins succès populaire, mais je pensais qu'il a été très apprécié. Ça c'est pas en termes de critique, mais il surfait sur son plus grand succès avant ça, qui était The Descendants. C'était Descendants avec George Clooney, qui demeure en termes de box-office son plus grand succès. Et l'autre avant, c'était Sideways, qui avait fait couler beaucoup d'encre, qui avait gagné beaucoup de prix en nomination avec Paul Giamatti, justement. Alors, c'est retrouvailles entre Payne et son comédien. 20 ans plus tard, à peu près. Oui, effectivement, c'est 2024. Fait qu'on est presque à 20 ans. Puis en fait... En regardant un peu la filmographie de Payne, c'est quand même juste son 8e film en 27 ans. Alors, on peut dire qu'il prend son temps entre les projets. Pas pressé de tourner. Mais pour moi, j'ai bien aimé. Tu l'as dit. Mais 8 en 24? Il y a son premier film en 96. Ouais, mais c'est quand même un film aux 3 ans. C'est pas si pire. Ben, quand même.
Ben, en tout cas, oui, au parce Québec, il y aurait des jaloux. C'est là. ça. Mais on compte là-dessus, je pense qu'il a fait comme 3 films en 5 ans. Ouais, c'est ça. Puis là, qu'il y a c'est eu rendu aux 6-7 ans. Là, à Ouais, peu c'est près, ça. C'est plus maintenant, il y a des gros temps morts. Là, parce que Downsizing, c'était 2017. L'autre avant, c'était 2011. Puis The Descendants, je l'ai noté. 2017, 2011, c'était Descendants. OK. Fait que 17, c'était Downsizing, puis tu as eu Nebraska entre les deux. C'est ça. Puis avant ça, c'était Sideways 2004. Fait qu'il y a eu 7 ans entre Sideways puis Descendants. Ben, je pense que ça témoigne d'un réalisateur de cinéma plus indépendant. Oui, d'auteur, tout à fait. Ça, puis, oui, parce qu'il ne se retrouve pas juste la plupart attaché de sur ses n'importe projets. quel scénario à gauche et à droite. C'est C'est ça. Wes Ball là, qui va faire plein de films non-stop. Là, Donc, non, c'est ça. Il choisit ses projets puis il prend le temps de bien les faire. Et ben, The Holdovers, c'est dans la lignée un peu de ce qu'il fait. Il traite beaucoup de solitude, de personnages un peu éplorés aussi, donc de réconciliation familiale aussi. Un peu des allures, on n'est pas complètement là, mais je trouve un peu de Dead Poets Society aussi, par le collège privé, par un professeur qui est un peu différent des autres, les jeunes qui cherchent à s'épanouir, mais qui sont pris un peu dans leurs problèmes, dans leurs émotions, même si l'enseignement n'est pas au cœur du film, là, mais je trouvais un peu par l'environnement. Ça peut faire penser à ça. Mais non, écoute, c'est un film très, très bien écrit. L'époque est bien recréée. Les comédiens sont tous très bons, d'ailleurs. Puis, petit fun fact comme ça, ils ont vraiment tourné dans de vraies écoles du Massachusetts, dans 5 écoles. Puis, le jeune comédien Dominique Sessa, qui est l'ado au cœur du film, il venait de graduer l'an dernier, en 2022, d'une de ces 5 écoles-là. Il était étudiant. C'est quand même... ça doit être drôle pour lui de retourner finalement. Puis là, tu travailles. Puis, ouais, j'aime bien. À un moment donné, il y a des scènes où il se promène là, hier dans les corridors et tout, un peu en cachette. Là, puis ouais, ben, j'aime bien ça. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça cool. C'est tellement des gros endroits. Là, je me souviens d'être promené un peu à l'école secondaire. Là, des fois, on avait des nuits sportives. Là, tu restais, tu faisais du sport, mais c'est juste des corridors et des salles de classe. On n'allait pas fouiller dans la cantine. Puis c'était pas un dortoir, c'est pas un pensionnat. C'est une école publique, secondaire, bien normale. Mais un gros truc comme ça, avec 2 sous-sols, puis des dortoirs à l'extérieur, puis tout, t'en as des lieux à visiter. Je trouve ça cool. Donc, au final, moi, j'ai trouvé que c'est un film très touchant, surprenant. Il y a des bonnes twists dans l'histoire aussi. Donc, si vous aimez ce genre de film-là, moi, je vous le recommande chaudement. C'était le premier film de Noël que je voyais cette année. Ouais. J'aurais dû me douter, mais je n'étais pas certain à quel point ça parlerait de Noël. C'est pas un film de Noël comme la magie de Noël, puis tout le monde va finir heureux, puis tous les problèmes sont réglés le temps d'une soirée. Là. Mais ça se passe dans les vacances des fêtes, fait qu'il parle de Noël, il parle du fait qu'il ne célèbre pas le temps des fêtes en famille, qu'ils se retrouvent plutôt là, pognés ensemble, où il y en a qui n'ont pas de famille, etc. Fait que je trouve que c'est léger dans son approche de Noël. Là. C'est pas une famille qui décore et tout. Là. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Moi, j'avais une vibe de, je te disais comme Peanuts, là, Charlie Brown, mais le Noël de Charlie Brown pour adultes, là, c'est un peu ça. Parce qu'autant les personnages sont tous, c'est un peu mélancolique. Là. Ils se rappellent des bons moments qu'ils peut-être n'atteindront plus. Mais j'avais le sourire pourtant. Pas parce que je me ris de leur malheur, mais plus parce que le film me donnait un sentiment de feel good, même si sur papier, il n'est pas nécessairement ça. On dirait que c'est dans la facture, dans le résultat, dans le jeu des comédiens. Giamatti, ils ont commis une prothèse d'œil qui louche. Là. J'imagine que c'est peut-être juste un verre de contact que comme ta pupille est dessinée à côté, fait que t'as l'air de voir croche. Fait que un œil de perdrix un peu qu'on appelle. Ouais. Fait que toutes ces affaires-là le rendent encore plus attachant. Même dans la vraie vie, il serait sûrement insupportable. Mais on dirait qu'en personnage de film, truculent, je pense qu'on dit, là, très, très weird, il devient le fun, là, il devient adorable. Ouais, c'est ça. Fait que, moi, j'ai vraiment adoré. J'espère que le film va connaître un certain succès parce que c'est un peu niche comme proposition, mais en même temps, c'est ça qui est bien, que ça soit original comme ça. Puis on parlait de la facture des années 70, là, l'intro avec les vieux logos, le son qui griche. À un moment donné, on se calme là-dessus, là, mais ça a dû, je n'ai pas le vérifier, mais c'est sûr que ça a été tourné en pellicule pour vrai et tout. Là. Je pense pas qu'ils ont tout recréé les effets numériques et tout. Mais ça a l'air de rien. J'ai pas regardé le budget, mais ça doit monter vite. Là. C'est pour ça. À chaque fois qu'on fait ici au Québec des films de reconstitution, quand on parlait de
pas Anatomie d'un tueur, comment Crépuscule pour un Crépuscule tueur, pour ouais. un tueur, c'est ça, avec Raymond Saint-Jean puis tout, puis t'es comme, hey, juste trouver 2 autos, ils roulent pas, t'es mets là, tu fais 2 shots extérieurs, ça a coûté full à ton budget parce qu'ils ont comme 5 millions pour faire le film. Ouais. Ce film-là doit coûter 30 millions facilement parce Ben que oui. ils se promènent à un moment donné, ils sont à Boston, C'est ils se ça. promènent en ville, en campagne, tous les lieux. Au-delà des vêtements, là, il y en a des autos, puis les autos, il faut qu'ils roulent, puis ça, c'est fou. Là. Oui, pour recréer les façades d'un petit coin de rue de Boston. C'est de ça, cette tout ça époque-là. pour une petite Puis- scène de transition Ouais, c'est de 2 minutes dans le film et tout. Tu sais. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de soins apportés à ces petits détails-là de recréation historique. Voilà, pour ceux qui restent, ou de holdovers. Où veux-tu qu'on aille? Bon, ben restons dans l'américain. Allons-y avec The Marvels de Nia DaCosta. Oui, écoute, j'ai compte plus le 33e. 33e Oui. film, OK, de l'univers du MCU. Nia DaCosta qui avait fait Candyman en 2021, c'est son premier film, c'est pas elle qui avait fait le premier Captain Marvel. On retrouve Brie Larson et Iman Vellani, elle qui jouait Miss Marvel comme la jeune indienne dans la télésérie qui est sortie l'été dernier, je pense. Ouais, je pense que c'est l'an dernier. Et Teyana Paris qui joue Monica Rambeau. Et là, ça m'a mélangé beaucoup, mais on va y venir dans le synopsis parce que j'étais là, vraiment, c'était pas la chaîne à Lynch. Et Samuel L. Jackson est là comme dans tous les films avec Captain Marvel et Zoé Ashton qui joue la méchante dans ce film-ci. C'est dur de dire où on part, là, parce que là, tout a une certaine continuité, mais dans le fond, dans le premier Captain Marvel, à la fin, elle réalise qu'elle est une humaine, que Jude Law et ce monde-là, ils ont menti. Elle va péter les cris, c'est ça? Ouais. Ouais, elle pensait que l'ennemi était les Skrulls, mais c'est pas vrai, c'était plus les Kree qui l'ont Qui manipulé. était l'agresseur, ouais. Fait que là, elle va comme tout casser chez les Kree. Et ce qui arrive, c'est que là, on est je sais pas combien de temps plus tard, et là, les Kree sont fâchés de ça et ils voient Captain Marvel comme une grande méchante. Fait que la méchante essaie de gonfler ses pouvoirs pour aller se venger. Et par une passe-passe difficilement explicable, les pouvoirs de ces 3 personnes-là, donc Captain Marvel, Miss Marvel puis Monica Rambeau, vont se retrouver comme synchronisés. Puis à chaque fois qu'ils vont utiliser leurs pouvoirs, qui sont tous un petit peu différents entre elles vont changer de place. Fait que là, ça donne des scènes comico et d'action. Fait que bref, elles vont devoir travailler ensemble puis régler ce problème-là et contrer les diaboliques plans de la méchante. Et de sauver le monde. C'est ça. Encore une C'est fois. à peu près ça. Ça a l'air d'un film de super-héros, il me semble, ce synopsis-là. C'est à peu près ça, effectivement. On doit avouer qu'on ne renouvelle pas le genre ici. Mais ce qui fait, je pense que la magie du film, parce que je pense que pour beaucoup, on sent un peu de fatigue par rapport au film de super-héros. On avait peut-être une certaine appréhension envers ce film-là avec les bandes annonces qui n'étaient pas les plus réussies. Mais je pense que tous les deux, on a été agréablement surpris. Ouais. Et la force, c'est vraiment le trio des comédiennes. Brie Larson, Teyana Paris et Iman Vellani qui jouent Miss Marvel. Les 3 sont hilarantes à voir. Ouais, je pense que c'est quand même Vellani qui vole le show. Là. Tout à fait. C'est vraiment... Et d'ailleurs, je pourrais le placer que le film est plus une suite à la série Miss Marvel qu'au film Captain Marvel lui-même, bien que tu pourras en parler après que toi, tu n'as pas tout vu, tu n'es pas nécessairement moi, j'ai vu à jour. aucune série. Donc, tu pourras nous dire si ça t'a perdu un pas ou non, mais je pense qu'ils ont fait un bon travail sur le plan scénaristique pour expliquer rapidement c'est quoi les enjeux. Puis c'est pas grave si vous n'avez pas vu les autres choses avant. On est beaucoup plus dans la comédie aussi. Je trouvais qu'on était un peu dans le style des Thor de Taika Waititi. Là. Ouais, c'est ça. Peut-être plus le 3 que le 4. Là. Le 4, Love and Thunder, était vraiment... disons, trop comico, fait qu'il perdait un petit peu d'intérêt dans l'histoire, lui. Sauf que moi, j'avais bien adoré, par exemple. mais c'est ça. Donc, moi, j'ai vraiment bien apprécié. Je crois qu'il y avait de bons moments, de bonnes idées. Très court aussi. Fait que c'est 1h45, je pense que c'est le plus court des Marvel. Fait que on n'est pas toujours obligé de faire des films de 2h15, 2h30 de super-héros non plus. Fait que je trouve que c'est bien balancé. Il y a quand même beaucoup d'action aussi. On perd pas beaucoup de temps entre ces séquences-là. Donc, si vous aviez certaines craintes, je pense que vous pouvez y aller. Puis je pense que vous allez être bien divertis. Puis surtout, amenez vos filles. Je pense que c'est
c'est un beau film de modèle pour les jeunes filles qui, oui, il peut y avoir des super-héroïnes, elles peuvent exister, puis elles ont droit aussi à leurs histoires. Ouais, c'est ça. Et sans que le film, lui, revendique ça nécessairement. Non, effectivement, parce qu'on n'est pas on nous le rentre pas dans la gorge, là, bien au contraire. Non, pas tout. Puis, ouais, je l'ai trouvé vraiment le fun. Écoute, il y a plusieurs passes avec les fameux gooses, là, le chat les qui est un Flurkin. Flurkin. Ouais, très, très funny, très attachant. Là. C'est sûr que miser sur les chats, ça va marcher à jamais. Hein, depuis les Égyptiens, les chats sont un succès. Ouais, puis juste rapidement, c'est ça, c'est que moi, je pensais que ça avait été recasté, la Lashana Lynch qui faisait Monica Rambeau. Mais dans le fond, sa fille a le même nom qu'elle. Ben non, c'est ça, là, je pense que... tu me prends un peu au dépourvu, je pense. Elle s'appelait pas Monica, mais c'était Rainbow, en tout cas. Ouais, oui, effectivement, mais je pense pas que son nom, c'était... Écoute, peut-être qu'ils ont le même nom, là, mais j'aurais dû fouiller un peu. Mais c'est pas un recast, c'est que dans le fond, Teyona Parrish est la fille de Lashana Lynch, là, son personnage, qui, elle, est la meilleure amie de Carol Danvers. On voyait en fillette dans Captain Marvel. C'est ça, puis... Et elle, dans le fond, on la revoit dans la série WandaVision. Donc, si vous voulez qu'on replace un peu ce personnage-là. Donc, c'est là d'ailleurs qu'elle va développer les pouvoirs grâce à Scarlet Witch. Mais tout ça est comme sommairement expliqué. Puis, tu sais, c'est sûr. Moi, je vois tous les films. Fait que je suis à jour là-dedans. Je vois pas les séries, mais je tombe pas des nues. Là. Je vois des publicités sur les séries. Je le sais qu'il y a eu une série sur Miss Marvel qui est comme liée. Puis quand il a annoncé que les Marvel qui étaient dedans, je comprenais que c'était un lien puis que c'est une petite fille qui a des pouvoirs puis blabla. Mais après, d'où viennent les pouvoirs, son bracelet, c'est quoi sa relation avec ses parents? Ben, tu sais, c'est comme expliqué en genre 5 minutes. Puis tu comprends. Là. Le film te prend quand même par la main. Mais le fait qu'il dure 1h45, ce qui est court pour le genre, ou ce qu'on nous a habitués du genre, c'est très bien. C'est qu'à maintenant, on dit, hey, là, c'est le 33e film, puis on fait des séries. Là. Fait que. On sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui va arriver et dire, hey, j'ai jamais vu ça, ça a l'air pas pire, ça. Tu sais, Brie Larson a gagné un Oscar il y a quelques années. Elle a-tu gagné oui. Elle a gagné l'Oscar, je me souviens que le film l'avait gagné. Fait que je vais aller la voir là-dedans. Puis là, c'est comme, hey, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, ça va pas arriver. Là. Fait que c'est pour ça qu'ils font, ben là, tu sais, checker nos autres affaires. Puis à la limite, c'est ça que le film m'a plus donné envie de dire, OK, il faudrait peut-être que j'y regarde ces séries-là. Puis comme tu m'as dit, peut-être que Miss Marvel, vu que c'était une fillette, on dirait qu'il est passé un peu sous le radar, mais qui était quand même une des meilleures. Moi, séries. Honnêtement, je pense que c'était ma préférée. Il y a un petit côté séries. Spider-Man. Là. Vraiment, oui, tout à fait. On est dans la gamine qui se met des pieds dans les plats puis qui développe ses pouvoirs. Puis le scrapbooking, là, un peu, de dessiner. Oui, tout c'est ça. On le voit dans le début du film. Elle fait ça dans la série. Dans la série, oui, tout à fait. Dessiner dans son agenda. Puis tout, là. Oui, c'est ça. Genre, je trouve que c'est un beau personnage qui est bien amené, bien écrit, représente bien une ado de son époque. D'ailleurs, elle vole le show et j'espère qu'on va lui donner un film ou sinon une autre série de la mélanger, développer. Oui, c'est ça. Oui, parce que d'ailleurs, à la fin, on ouvre la porte vers d'autres choses. Je pense que les scènes post-génériques vont vraiment rendre fébriles les amateurs de films de super-héros. Écoute, on s'en était parlé hors d'onde. Marvel puis Disney, ils ont changé un peu encore le calendrier, ça se peut-tu? Oui, hier, ils ont annoncé encore des changements. C'est ça, fait qu'il était supposé avoir Deadpool 3 au mois de mai, puis un Captain America au mois de juillet. En juillet. Puis là, ils ont déplacé Deadpool à juillet, puis juste tout tassé. Fait que... Pour 2025, les autres films. Donc, c'est ça. Un film de Marvel, écoute. Mais là, ça veut dire qu'on serait... Iron Man... 2008-10. Ah, ben oui, c'est fou. Ça veut dire que. Ben oui, OK. Ça veut dire que il va juste avoir un film en 2024 qui va être le Deadpool 3, qui est déjà quand même à part de l'univers MCU. Oui, sauf que là, on va réintégrer. On va l'intégrer dans la continuité maintenant. C'est ça, puis pas de film de DC non plus. Donc. À part si on parle du Joker 2, mais qu'on est ailleurs, on n'est pas dans les films traditionnels de super-héros. Donc, je pense que ça va faire du bien, peut-être une petite pause comme ça, pour revenir en force une année plus tard. Mais, ça va être drôle parce que là, ça fait 10 ans et plus qu'on est habitué à être bombardé. Il y a des années qu'il y en a eu 4 ou 5. Oui. Fait que, non, je pense que dans le cas du MCU, le maximum devrait être 3 dans l'année. Puis je pense que 2, c'est... Même 2, je pense que ce serait en masse, honnêtement. Donner juste un peu de breathing room, comme on dit, là, de respirer puis de s'ennuyer juste assez de ces personnages-là aussi. T'sais. Mais là, ça dépend qu'est-ce qu'ils font avec leur vision de tout ça. T'sais.
parce qu'à un moment donné, les acteurs vieillissent. Fait que si tu tombes à un ou deux films par année, ben là, tu sais, Simu Liu, là, Shang-Chi, là, je sais pas quand est-ce qu'il va revenir, mais il va avoir pris 9 ans. Là. Il va avoir vieilli d'une claque. Tu sais. Il va falloir que tu DH tout le monde tout le temps. Tu sais, ça marche pas. Écoute, mais ça va peut-être les amener à avoir un plan un peu plus précis, peut-être un peu moins ambitieux. Puis ça peut être plus intéressant aussi. Venir resserrer sur quelques personnages. Là. Et effectivement, on est d'en introduire 10 en même temps, puis que là, on se perde là-dedans, puis comment tout ça va se rejoindre. Donc, bref. Et petit fun fact ici, dans le nouveau de Marvels, donc la méchante, devrais-je dire, qui s'intitule Darben, jouée par Zawe Ashton, qui est dans la vraie vie la compagne de Tom Hiddleston, notre Loki. Okay. Ouais, alors il forme un couple. Fait que deux qui jouent des méchants. Ouais, c'est quand même drôle. Puis des méchants qui ont une certaine rédemption, tu sais. Oui. C'est ça qu'on va comprendre aussi avec son personnage. Puis même ça, tu as peut-être déjà vu ça passer un peu sur les réseaux sociaux, mais Tom Hiddleston, à l'université, était co-chambreur avec Charlie Cox, qui joue Daredevil. OK, je me souviens pas. Et puis un troisième, juste pour faire exprès, que j'ai oublié son nom, mais qui est aussi un super-héros dans l'univers Marvel. Et à l'Halloween, ils vont toujours se déguiser, chacun dans leur personnage différent. Okay. Donc là, cette année même, il y avait Zawe Ashton qui était déguisé en Loki. Tom Hiddleston était déguisé en Daredevil. Et puis Charlie Cox qui joue Daredevil était, je ne me rappelle plus qui est le personnage. L'autre, bref, qu'on oublie. Ouais, c'est ça. Fait que je trouve ça quand même... C'est quoi les chances? Ouais, c'est ça. Quand même, là, les statistiques que t'es à l'université, tu vas être comédien et finalement, que tu réussis professionnellement, puis 2, que tu te retrouves dans cet univers-là. Ouais, puis tu deviens assez hot pour tout te ramasser dans le fameux... C'est sûr qu'il y a beaucoup de comédiens dans l'univers MCU, mais il y en a beaucoup qui font juste des méchants le temps d'un film, des choses comme ça, mais d'être là un certain temps. Et voilà. Donc, allons-y. Écoute, moi, ça me donne tout faim, cette discussion. Allons-y avec La Passion d'Odin Bouffant. Des excellents segways. De Tran Han Hung, avec Benoît Magimel et Juliette Binoche. C'est, d'entrée de jeu, le représentant de la France aux Oscars pour l'Oscar du meilleur film international. C'est lui qui est venu coiffer Anatomie d'une chute et qui a fait mordre la poussière, c'est ça? Ouais. Manger les pissenlits par la racine. C'est quand même Grand Prix de la mise en scène à Cannes aussi. Oui, et on va en parler. C'est ça le point le plus fort du film, je pense. C'est un film de bouffe. C'est un film de gastronomie. On est à la fin du 19e siècle. Une trame quand même assez mince. On suit la relation amoureuse et professionnelle entre une cuisinière puis son patron, qui est comme une espèce de propriétaire d'un domaine grand amateur de fine cuisine française. Fait que il y a du beurre et de la crème au menu, les amis. Et qui est comme un gastronome de renommée mondiale. Fait qu'il organise des repas avec des amis riches, une espèce de repas 8 services. Qui dure des heures. Ouais, c'est ça. Il fait de la bouffe pendant une journée, puis après, ils mangent puis ils boivent pendant 4 heures. Là. Mais tu sais, c'est pas juste du bon pull park. Là. Il y a comme... c'est la grande affaire. Mais ce qui est bien dans le film, c'est que le film... prend le temps de nous montrer ça, mais ne nous donne pas des conseils. C'est pas un film de cuisine. Dans ses dialogues non plus, on voit qu'il y a une jeune fille qui est en formation autour. Il donne des fois quelques conseils, mais amenez pas un calepin pour noter des recettes. Là. C'est pas ça qui se passe dans le film. On les voit juste, eux, maîtriser ça, puis goûter, puis prendre le temps de bien faire les choses, puis être passionné, puis se servir de leurs mains. Puis en fait, cette dynamique-là aussi, il y a comme un jeu de séduction dans la préparation de leur nourriture entre les deux personnages. Puis je veux juste dire que je pense que c'est un des films qui a un des plus longs prologues où pendant 20 minutes, on prépare une recette, on prépare de la fois, on ne voit que faire ça. Une recette, 8 recettes. Ouais, c'est ça. Mais c'est super fascinant à voir. Oui, après une demi-heure, t'es comme 40 minutes, t'es genre, OK, ben là, ils ont préparé de la bouffe pendant 20 minutes, ils ont mangé pendant 20 minutes. C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Fait que tu sais, c'est pas un film d'une grande aventure, c'est un film visuellement, mais ça reste comme dans la semaine dernière, les dernières semaines, on parlait de certains films de procès, t'es comme, ben on reste là, puis on fait juste parler, puis pourtant ça devient excitant. Ben c'est un peu pareil, tu sais, ça devient captivant, comment c'est bien filmé, comment la caméra danse dans la cuisine. Le jeu, c'est pas un plan séquence, mais il y a des scènes quasiment que la caméra bouge un peu. Après, il y a des coupures, des choses comme ça. Puis c'est vraiment beau. C'est la mise en scène, c'est la création de ça. Puis je lisais, puis je me demandais d'où ça venait, l'histoire et tout. Puis c'est comme une espèce... C'était un livre bien oublié. Puis... Ouais, c'est un roman de 1924, un roman suisse qui est même publié. J'ai juste allé voir un peu... je pense que ça se trouve même plus en livre, mais en film,
fait, de ce que j'ai lu, c'est que le réalisateur raconte l'histoire avant le livre. OK. Parce que là, je ne veux pas aller sans spoiler. Donc, c'est comme si le livre se finirait, débute où le film se termine. Donc, fait que c'est quand même intéressant comme approche. Mais je pense que une des grandes forces aussi, c'est les personnages, pas les personnages, mais Juliette Binoche et Benoît Magimel, leur dynamique en eux, qu'ils ont déjà formé un couple dans la vraie vie quand même. À la fin des années 90, début 2000, ils ont un enfant qui est aussi comédienne aujourd'hui. Donc, ça se voit à l'écran, malgré toutes ces années-là, je pense qu'il y a quand même un amour qui reste ou un respect. Fait que je trouve toute leur scène est tout en douceur aussi. Fait que moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est comme tu l'as dit, c'est pas le plus captivant en termes d'histoire, mais c'est captivant à voir en termes d'image, qu'est-ce qu'il nous montre, la façon qu'il nous le montre. C'est bien tourné, c'est beau visuellement, la direction photo, je veux dire, au niveau esthétique, c'est bien réussi. Puis c'est le genre de drame historique que les Français excellent, ils sont très bons là-dedans et sont de qualité. C'est ça. Je comprends dans les deux sens. Je comprends ceux que, par rapport au choix de la sélection pour la France pour les Oscars, je comprends ceux qui disent que, peut-on, Anatomie d'une chute est ultimement un meilleur film, plus complet. Plus percutant, mais je comprends aussi la sélection pour dire, j'en pense que ça va peut-être se démarquer. Visuellement, c'est attrayant, c'est unique. Il y a Juliette Binoche qui est déjà connue comme une vedette internationale et de qualité aux États-Unis. Fait qu'il y a un attrait, sans dire nécessairement quel est le meilleur film, c'est plus quel est le meilleur film pour essayer de gagner l'Oscar. Oui, pour séduire Il y a un je ne sais quoi dans ce film-là, dans cette proposition-là. C'est ça, visuellement, puis aspirante à dire, peut-être pas remporter, mais peut-être arriver à faire la courte liste puis être présenté au soir des Oscars. Et fait noter ici que c'est le grand chef Pierre Gagnaire qui a concocté les plats qu'on voit à l'écran. Donc, c'est quand même un chef 3 étoiles Michelin. Mais sur place, c'était un de ses assistants qui a travaillé longtemps avec lui, du nom de Michel Nard, qui était sur le plateau, parce qu'évidemment, l'autre chef était trop occupé pour être là. Mais donc, il cuisinait, lui, hors champ, toute la bouffe. Après ça, qui était manipulé. Mais il faut quand même qu'ils montrent aux autres. Là, ils ont dû apprendre des cours. Puis, c'est du old school. Là, c'est pas une cuisine régulière avec le bonnet blanc. Puis, ils ont un feu de bois, là, puis ils font tous les trucs. Il n'y a rien qui a l'air rochant, puis c'est complètement malade. Et ça donnait le goût de manger après voir ce film-là. Puis tu sais, là, ça dépend. Là, moi, c'est ça. Moi, je suis intolérant au lactose, un peu vegan, surtout végétarien. Je parle pour moi. C'est ça. Mais moi, je campais avec le monde, là, fait que ça m'a pas... j'étais pas fâché d'écouter le film, je comprends ça. Il y a des affaires qui ont l'air bien apprêtées. Tu vois qu'il y a des viandes, tu sais, qui sont comme parfaitement juteuses, puis tout, mais je suis pas envieux de ça, mais je reconnais la qualité. Tant qu'à manger des animaux, apprêtez-les correctement, s'il vous plaît. Bon point. Rendez-leur honneur. Fait que voilà pour la passion de Dodin Bouffant, et c'est son nom, Dodin Bouffant. Quel drôle de nom. Quand même. Pas de sens, mais... Voilà. Fait que qu'est-ce qu'il nous reste? Les Rayons Gamma? Oui, Henri Bernadet, film québécois de la semaine. Voilà. Henri Bernadet qui n'avait pas offert de film, sauf erreur, depuis À l'Ouest de Pluton, qui avait co-réalisé avec Myriam Véro. Ça fait 15 ans déjà, j'ai l'impression que c'était plus proche de nous que ça. Ouais. J'ai fait un peu le saut. Et je crois que c'est un film qui est devenu culte par après, beaucoup. Qu'encore aujourd'hui, là, avec les DVD pas trouvables, je vois beaucoup dans des groupes de cinéma des gens qui recherchent le film, surtout avec la sortie des Rayons Gamma. Pour nous, quand même, ça a été un film qui se déroulait à Québec, à Loretteville. Fait que, je savais même pas. Ouais, je l'ai pas vu. J'ai pas eu le temps de l'écouter avant. C'est un gars de Québec, Henri Bernadet, qui était longtemps à la bande vidéo ici, qui était une coop pour ceux qui faisaient du court-métrage et tout ça. Et puis, fait que oui, il avait tourné dans son ancienne école. Voilà. Fait que c'est ça, mais dans les à l'Ouest de Pluton, il s'attaquait, si on veut. Il racontait l'adolescence, cette espèce de phase à 15-16 ans où tu te cherches avant de devenir adulte, mais dans un milieu plus de banlieue urbaine, un peu plus riche. Là. Oui, tout à fait. Oui. Blanche aussi, il ne faut pas se le dire. Oui. Sauf qu'après ça, dans sa vie, il a déménagé, lui, à Montréal, et là, il a découvert des quartiers multiethniques. Fait qu'avec les Rayons Gamma, c'est ça qu'il a voulu compter. Un peu cette même période-là, mais maintenant... Un nouvel enrobage. Oui, puis cette nouvelle jeunesse-là qui va être les citoyens de demain, là, tu sais. Fait que... Mais ils ont un processus qui est comme entre le documentaire puis
la fiction. Fait que dans le fond, il est allé rencontrer plein de jeunes dans des écoles secondaires. Ils ont fait faire comme des ateliers d'impro, Mais impro basés autour de certaines scènes qu'il écrit. Ils ont noté ce que les jeunes improvisaient, ils ont gardé un peu les meilleurs et les plus naturels. Ils ont transformé ça en scénario écrit. Puis au moment du tournage, ils ont remis ça avec un petit peu d'impro autour de certains points clés. Fait que c'est des non-acteurs, là, en tout cas des nouveaux acteurs, là, des jeunes découverts comme ça par leur naturel. Beaucoup des trames et des histoires sont inspirées de ce qui motive vraiment les jeunes, un peu ce qui leur est arrivé pour vrai. Fait que on en suit 3 principalement. Il y a Abdel, que c'est une espèce de petite vie tranquille, va être chamboulée par l'arrivée de son cousin qui est un peu plus extraverti, plus grand, qui pose plus de questions, qui a l'air un peu plus dadais. Fait qu'il est obligé de s'occuper de lui tout le temps, de l'amener avec ses amis, puis ça vient un peu à le saouler puis briser sa routine avec ça. Il y a Fatima qui, elle, a lâché l'école, hein, c'est ça, puis elle se tient avec du mauvais monde. Elle est un peu avec des mauvaises fréquentations, mais elle aimerait ça sortir de ça, mais c'est pas si facile. Elle a beaucoup de colère en elle aussi. Ouais, voilà. Et Toussaint, qui est plus un solitaire, lui aussi, qui va pêcher un peu tous les jours. C'est un voix qui participe à des génies en herbe, c'est un petit brain. Puis à un moment donné, il va trouver une bouteille à la mer avec un numéro de téléphone, puis il va comme bâtir une relation avec la dame, qui est une relation téléphonique, là, pas amoureuse, mais juste une relation d'échange, de vie un peu spirituelle avec ça. Fait que les destins un peu croisés, là, pas un film choral extrême, là. Ils se croisent un petit peu. Il y en a qui se croisent pas du tout non plus au travers de tout ça. J'ai bien apprécié cette proposition-là. Le naturel, je trouve quand même, qui ressort de toutes ces discussions-là. Même si, comme on dit des fois, moi, un petit gars de Québec, je suis pas habitué à ce multiculturalisme-là qui fait un peu Montréal, mais je suis convaincu que ça grandit partout. Fait que des fois, tu as l'impression de voir un film français quasiment, là, entendre des wesh, puis tu me laisses tranquille, hein, puis tout. Mais je veux dire, les gens arrivent du Maghreb, puis ils parlent français, puis c'est ça. C'est un peu ce que Bernadette propose, de dire, ça s'en vient, là. Ces gens-là, ils sont intégrés, là. Eux, ils sont nés au Québec, là, en fait, là. C'est juste que ils grandissent ensemble comme ça, fait qu'avec leur propre modèle, si on veut. Oui, donc, écoute, impressionné par les jeunes, honnêtement. Je trouve qu'ils sont d'un naturel désarmant. On sent pas leur... comment dire? Leur... quand t'es pas professionnel, leur amateurisme, disons ça comme ça. Je trouvais qu'il y avait un beau boulot. C'est bien tourné. Les dialogues sont francs. C'est percutant. Moi, je dirais la seule chose, je pense pas que c'est un film qui est original. C'est peut-être pas non plus voulu, puis c'est bien correct non plus. Je pense que c'est des trucs qu'on a déjà vus par après, mais l'enrobage d'être dans un quartier multiculturel de Montréal, ça, c'est quand même assez intéressant. Le processus de création, quand on le comprend derrière aussi, ça vient rehausser, je pense, un peu le projet. Fait que, tu sais, je n'ai pas nécessairement... Comment dire? Je suis pas rien négatif parce que c'est un film que j'ai quand même apprécié. Je pense que c'est peut-être pas pour tout le monde nécessairement. Là. Je comprends aussi la question, est-ce que vos ados vont y adhérer? Est-ce que ça va les intéresser? En dehors de Montréal, je ne sais pas, mais je pense que c'est quand même un film intéressant à montrer assurément des ados. Sinon, dans les groupes scolaires, j'étais prof. Des fois, il y a des films comme ça. Là. Je pense qu'il y en a un que je montrerais quand même qui s'expose à une autre réalité, peut-être pour les gens plus en région, là, qui sont moins basés à Montréal. Mais c'est un film, somme toute, quand même intéressant et sympathique à voir. Là. Ce que je dis, c'est un peu comédie dramatique. Hein. C'est pas un gros drame, là, même celle qui est dans des trucs plus troubles. Ça finit pas avec tout le monde suicidé. Puis, c'est la vie au quotidien, c'est anecdotique. Apprendre à interagir avec les autres, puis tout. Puis, c'est ça. Fait que voilà pour les rayons gamma. Puis d'ailleurs, je comprenais pas nécessairement le sens du titre. Là. Il y a une question à m'amener pendant un quiz et tout. Mais j'ai lu que c'est le réalisateur qui dit c'est aussi l'ouverture de. Tu sais, les rayons, ils sont partout. Là. Fait que c'est un peu dire qu'il y a peut-être des choses qu'on voit pas qui sont partout en nous puis au final viennent nous unir. Okay. Fait que chaque fois que tu penses que tu es dans une certaine solitude, tu as plus à voir avec les gens autour de toi. T'sais. Fait que c'est un peu libre interprétation là-dedans, mais il y a plusieurs aussi moments où il y a des phénomènes inexpliqués un peu. Il y a beaucoup des relations des pylônes amenés à un accident de micro-ondes, il y a des affaires comme ça qui sont un peu... Les ondes sont partout autour de nous.
Mais au final, c'est pas un film sur des scientifiques là, non plus. Là. Mais oui, on vit comme ça, puis il y a des zones Wi-Fi, puis des affaires partout au travers de nous. Mais je pense que c'est ça, sa mère est électrosensible aussi, fait que ça doit l'affecter, cette réalité-là. Mais ça, c'est ce que le cinéaste, lui, vit. C'est pas ce que le film présente, en fait. Bref, c'est juste la différence. Et il reste un autre film, rapidement. J'ai vu L'Océan vu du cœur, qui est un documentaire écologiste de Yolande Cadrin-Rossignol et Marie-Dominique Michaud. C'est un peu la suite spirituelle à La Terre vue du cœur, qui a été sortie en 2018, si ma mémoire est bonne, qui était à ce moment-là réalisée juste par Yolande Cadrin-Rossignol. Le premier, La Terre vue du cœur, mettait beaucoup en scène Hubert Reeves. Là, on le voit un petit peu dans L'Océan vu du cœur, et même malheureusement, il est décédé avant de voir le film au final. C'est pas un documentaire animalier, c'est un documentaire plutôt écologiste qui est divisé en différentes phases. Montrer c'est quoi l'importance des océans, de l'eau sur la Terre. Après, montrer certains problèmes, évidemment, la surconsommation, la pêche, la pollution, mais tout le temps par rapport aux océans. Puis au cours d'eau. Puis, on va aller vers des solutions puis un certain positivisme. Okay. Puis, c'est comme quand on dit l'espoir fait vivre. Là. L'espoir, c'est aussi parce que ça veut dire que t'aimes quelque chose. Il y a espoir qu'on règle encore ça puis qu'on trouve des solutions. C'est donc parce que c'est important de s'y accrocher. Fait que c'est ça. Mais mon seul bémol avec ce genre de film, c'est que tu prêches aux convertis, je pense. Tu vas voir des gens qui sont déjà peut-être un peu éco-anxieux, peut-être moi, qui vont aller voir ça, qui vont dire « Hey, ça va peut-être plus mal que je pensais. » Tu vas te resserrer sur tes choix. Oui, ça te rappelle qu'au final, ça va prendre des grosses décisions politiques, des décisions plus sur les industries, les secteurs économiques que juste chaque individu. Mais oui, on a tous un rôle à jouer. On peut pas non plus se mettre des œillères puis s'en foutre. Chaque achat est un vote, comme on dit. Fait que, je sais pas. Fait que, bref. Fait que j'ai apprécié ça, mais j'étais comme... Il y a un peu de la redite. Quand tu es un peu ouvert puis tu t'informes du milieu de ces affaires-là, ben, j'ai appris quand même quelque chose de nouvel. Il y a un intervenant, il y a aussi, tu sais, justement, cet intervenant-là qui est comme un spécialiste des pêches puis la gestion des pêches, qui est très articulé aussi. Tu sais, dit la solution, c'est pas de tout être vegan. C'est pas un film qui prône le véganisme puis genre manger plus aucun poisson puis tout. C'est plus, il faudrait trouver. C'est mieux de travailler avec des petites pêches. Faut laisser faire les gros, des chalutiers, je pense qu'on dit, là, des gros bateaux qui raglent le fond, qui arrachent tout. Puis au final, tu sais, ça c'est comme mitrailler là, genre ils ramassent tout, mais dans le fond il y a juste 50% de ce qu'ils veulent. Puis tu sais, les normes font qu'ils ont le droit de faire ça. Surtout, j'imagine, d'éviter la surconsommation, évidemment. Ouais, c'est ça. C'est un des gros enjeux quand même de notre siècle. Mais le film développe quelques trucs après. Ben, une fois que tu le sais que certains pays ou certaines villes, petites îles, ont fait telle manière pour préserver, puis ils ont fait un suivi, ils ont vu l'amélioration. Je résume rapidement, mais tu prends un secteur de pêche, puis c'est un peu comme de la jachère. Là. Tu le découpes en secteurs, puis tu dis tu peux juste pêcher au milieu. Okay. Fait que naturellement, ça va se reformer à droite puis à gauche. Puis ça va restreindre tes quotas. Puis remarquer que ça faisait monter globalement que si tu permets de pêcher partout. T'sais. Et tu dirais que ça s'adresse quand même à un public très généraliste? C'est très facile d'accès comme documentaire? Oui, je dirais pour intéresser des enfants. Parce que ça, c'est pas sur les animaux. Il y a une grosse section quand même sur les baleines, mais... c'est pas un documentaire de la BBC sur les animaux, puis c'est le fun, puis c'est cute. Là. Fait que, je dirais un genre de 10 ans et plus, peut-être. Là, parce que le film Demain, là, le documentaire Demain qui avait été fait il y a quelques années par Mélanie Laurent et un autre cinéaste dont le nom m'échappe. Il y avait eu genre un énorme succès au box-office, ce film-là, au Québec. Tout le monde l'avait vu, puis c'est un film qui était très positif dans ses manières de faire et tout. Fait qu'on a gardé un peu ce côté-là. Je pense pas qu'aucun film va avoir ce succès-là, cette portée-là, si on veut. Mais c'est ça. Ce que je trouve bien, c'est que c'est pas un film moralisateur. C'est un film qui veut dire il y a des problèmes, mais on lâche pas. Il y a différentes solutions. Peut-être qu'ensemble, on peut faire pression sur chacun, nos gouvernements, puis etc. T'sais. Fait que c'est ça. Je recommande L'Océan vu du cœur, mais je pense pas que n'importe qui va aller voir ça juste comme ça pour les belles images. T'sais. Puis Hubert Reeves, il est là en introduction puis en finale, mais le film n'est pas autour de lui, autour de juste sa pensée, disons. Là. Fait que voilà pour L'Océan vu du cœur.
ça va conclure ce balado. Je pense que c'est assez de sorties, mais comme on disait la semaine dernière, là, il y en a beaucoup là. Il va y en avoir d'autres le 17, le 22, le 24. Ça pullule ces temps-ci. La semaine prochaine, entre autres, Hunger Games, le fameux prequel. On retourne 64 ans avant le Hunger Games de l'histoire de Katniss Everdeen. Fait que, à découvrir. On parlait de Taika Waititi, de ses Love and Thunder et ses Thor, mais là, un film original, Next Gold Win, sur une fameuse équipe de soccer complètement pourrie qu'un coach doit aller aider à aller chercher leur première victoire. Donc, une comédie. Et Thanksgiving, Eli Roth qui revient dans le slasher d'horreur avec des scènes de trampoline qui feront frémir tous les athlètes. D'ici là, contactez-nous comme d'habitude au balado au singulier à commercial-monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Et si jamais vous allez voir La Passion de Ding Bouffant, je vous conseille peut-être de vous réserver un petit resto, une bonne bouffe après le film, parce que je vous garantis que vous allez avoir si t'as juste faim et tu t'en vas au McDo, tu vas être déçu. Tout à fait.